Alors, sans plus tarder, Adriane Navigante, qui intervient en premier, c'est toi. Alors, le projet d'intervention d'Adriane Navigante nous a aussitôt séduit, Benoît Chantre et moi, de même que nous époustoufle la possibilité même qu'il existe un spécialiste, un philosophe spécialiste du ou des sanskrit. C'est très étonnant pour nous. Adriane, vous vous apprêtez à donner ici une conférence dont le titre est « Désir et non-savoir », mais qui, je dois l'avouer, excite chez moi le désir impérieux de savoir. Donc je vous passe la parole aussitôt. Merci bien, et merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Aujourd'hui, il y a... Vous m'écoutez bien? Pas assez. Alors, bon, je vais commencer tout de suite parce que il est 3 heures, donc on n'a pas tellement de temps. Désir et non-savoir, c'est le titre. Il faudrait mettre un nom dans le monde non-savoir, entre parenthèses, envisager l'altérité avec Girard, Lévinas et Henry. J'ajoutais Lévinas, je vous demande pardon, c'est très ambitieux, j'espère de dire des choses qui seront fructueuses pour la discussion. Alors, je commence. Il y a quelque chose d'inquiétant dans le fragment d'Héraclite consacré au polémos, le législateur de tout ce qui existe, Panton Basileus. Polémos ne veut pas exactement dire ce que nous entendons aujourd'hui par guerre, mais plutôt le devenir comme condition de possibilité et en même temps mise en question de toute identité. Dire que toute identité a un mode d'existence antagonique par rapport à ce qui codétermine chaque situation, c'est affirmer une forte disjonction sur le fond d'un principe de non-exclusion des contraires. La guerre nourrit la vie et la perpétue. Puisque dans la pensée héraclitienne, polémos ne s'oppose pas à harmonia en tant qu'échelle du réel, il relève l'impossibilité de se soustraire à une économie de violence dont les racines se trouvent en deçà du bien et du mal. Je voudrais commencer ma réflexion sur les 3 auteurs en question, Girard, Lévinas et Henry, à partir de cet aspect fondamental de la pensée héraclitienne, car tous les 3 en ont fait, chacun à sa manière, ce que Harold Bloom appellerait un misreading, une mauvaise lecture, mais créative en même temps. Le point de départ sera donc une situation conflictuelle, thématisée par les 3 auteurs, qui touche le cœur des rapports humains. Cette situation est caractérisée par la relation intrinsèque entre désir et violence. Le défi serait, pour tous les 3, d'envisager l'altérité d'une façon dont il serait possible d'introduire une discontinuité radicale par rapport à la détermination intrinsèque entre désir et violence, et par conséquent mettre en question la logique du polémos, transformée dramatiquement en question du mal et implantée au cœur d'un non-savoir du désir. Je commence par Girard. L'aspect principal de l'œuvre de Girard pourrait être conçu comme une réponse articulée aux exigences d'une anthropologie radicale. Il s'agit d'une ligne de pensée qui acquiert toute sa dramaticité dans son dernier ouvrage, à mon avis, achevé Clausewitz, mais commence bien avant. Le premier élément est le désir, dont la définition la plus simple est donnée dans les origines de la culture. Je cite Girard, l'appétit qui devient, ça c'est le désir, la définition, l'appétit qui devient imitation d'un modèle. Fin de citation. Il faut noter que le désir apparaît déjà au début médiatisé par l'autre. Et si Girard même indique que désirer, se désirer quelque chose possédé par un modèle, c'est-à-dire désir d'appropriation et non pas de reconnaissance, comme disait Kojève à propos d'Hegel, il est vrai que l'accent retombe quand même sur les modèles plutôt que sur l'instance de possession. On ne peut pas comprendre le désir chez Girard sans l'encadrer dans les mécanismes mimétiques, un mécanisme dont le désir d'appropriation est seulement le premier élément à l'intérieur d'un processus qui comporte en même temps une crise mimétique et une résolution du bouc émissaire. Contrairement au modèle hegelien exposé par Kojève, la résolution du conflit chez Girard ne peut pas éviter la mort,
Et il y a un mécanisme, une institution qui la justifie. Le mécanisme, c'est la méconnaissance, et l'institution, c'est le sacrifice. C'est la méconnaissance qui consolide la convergence du désir mimétique de façon à éviter que la montée du conflit collectif finisse dans l'état décrit par Hobbes comme guerre de tous contre tous. Nous avons donc un non-savoir actif lié à une violence spontanément organisée dans la résolution sacrificielle et planifiée jusqu'au dernier détail dans le rituel. Et c'est précisément cette violence, sans laquelle la religion n'existerait pas, qui joue un rôle essentiel dans la stabilité dynamique des sociétés archaïques. Avec la tradition biblique, déjà dans l'Ancien Testament, commence pour Girard un processus de prise de conscience du mécanisme de cultation essentiellement lié à la résolution sacrificielle des conflits. Et c'est avec Jésus-Christ qui survient le dévoilement total du problème identitaire du désir mimétique, l'innocence de la victime émissaire. Jésus ne le fait pas seulement en se plaçant du côté des victimes pour dénoncer l'injustice commise. Il finit par être crucifié, tué, pas sacrifié, car Jésus-Christ est en même temps le nom propre d'un Dieu, instance fondatrice d'une communauté, qui n'accepte plus la violence en tant que fondation du secret, mais plutôt l'amour et la justice comme des indicateurs de la seule puissance transformatrice, la sainteté. À partir de ce dévoilement du mécanisme sacrificiel, il est possible de croire qu'il y a une économie non sacrificielle qui s'impose, et que non seulement un vrai rapport à l'autre se révèle à partir des évangiles, mais en même temps une mimésis positive, imitatio Christi, qui peut l'emporter historiquement sur l'économie de la violence décrite comme constitutive des rapports humains. Telle est la position de Girard, par exemple, dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, mais il est intéressant de lire ce que Girard même dit en guise d'autocritique, presque 30 ans après, dans Archevêque Clausewitz, après avoir prononcé la phrase que la montée aux extrêmes rend toute réconciliation non violente, impossible. Je cite Girard, « Vous ne pouvez pas avoir une position de surplomb, voir les éléments de haut. Je l'ai cru moi-même au moment où j'écrivais Des choses cachées et où je pensais que le christianisme nous offrait ce point de vue pour juger la violence. Or, il n'y a pas plus d'espace non sacrificiel qu'il y a d'histoire vraie. » Fin de citation. En effet, la lecture d'Archevêque Clausewitz nous apprend que le sacré archaïque était un espace fermé où la violence et la réconciliation avaient une liaison organique et tout à fait cohésive au niveau collectif. Une fois que cette unité ambivalente a été brisée par la vérité chrétienne, il a eu une sorte de dédoublement asymétrique sur les plans des rapports humains. D'une part, la sainteté, avec le dépassement de la méconnaissance meurtrière. D'autre part, un retour totalisant du côté négatif du sacré, que Girard appelle le satanique. Violence en sacralisation, une violence, je cite Girard, qui ne produit plus rien qu'elle-même. Fin de citation. D'après cette lecture, on pourrait dire que la différence chrétienne, jugée par le devenir historique, ne semble pas avoir apporté un autre modèle mimétique en rupture avec l'économie de la violence décrite par l'exposition du mécanisme mimétique. Il faudrait donc, me semble-t-il, distinguer l'économie sacrificielle de l'économie de la violence, car la première est liée à une époque historique déterminée, alors que la dernière est fondée sur la réalité du désir humain, le désir de l'autre, miroir du même, en tant que rival insurmontable. Je cite Girard, « La violence est un adversaire terrible, d'autant qu'elle triomphera toujours. » Fin de citation. Je passe à Lévinas. Il semble y avoir un point d'inflexion et d'articulation dans la préface de Lévinas à totalité infinie avec la thématisation de l'état des guerres, auquel aussi Girard fait référence. Point d'inflexion parce que la guerre est présentée comme rupture avec la mascarade de la vie quotidienne, dans laquelle les êtres sont ancrés dans leur petite identité. Mais découvrir la guerre comme la patence même du réel, comme dit Lévinas,
ou une expérience pure de l'être pur, conduit chez lui, chez Lévinas, vers une direction tout à fait contraire à celle des auteurs de l'esthétique de la dissolution et la métaphysique du militarisme, Marinetti, Ernst Jünger, etc. La guerre est conçue comme une totalité en tant que champ d'immanence dans lequel se déploient les déterminations de l'être, même dans sa médiation institutionnelle, car il y a la guerre en état pur, et il y a la politique, comme l'art de prévoir et gagner la guerre. Il s'agit donc d'un ordre objectif, écrit Lévinas, je cite, auquel on ne peut se soustraire. Fin de citation. Mais il y a précisément dans cette impasse un point d'articulation paradoxal. La totalité de l'histoire, en tant qu'ordre objectif de la guerre, ouvre la porte à une eschatologie démystifiée. Car s'il est vrai que l'inévitabilité de la violence comme dénominateur commun des rapports humains n'offre aucun accès à l'autre en tant qu'autre, elle détruit quand même l'identité du même. Pour cette raison, la vision eschatologique introduite par Lévinas doit renoncer à tout recours métaphysique qui puisse réintroduire une logique identitaire, soit à travers un système théologique, soit à travers une positivité transcendante. Puisque la voie objective est dominée par l'ontologie de la guerre, où l'accès à l'autre est bloqué par l'analogie homogénéisante des porteurs de force, comme écrit Lévinas, porteurs de force toujours destructrices, qui ne distinguent aucune valeur différentielle, Lévinas choisit la voie subjective et porte sa réflexion jusqu'à un mode d'être qui va au-delà de toute modalité de subjectivation appartenant à la philosophie occidentale. Il appelle ce mode d'être infinition et ajoute qu'il s'agit d'une mise à moins de l'idée d'infini. Si la voie ontologique ramène l'autre au même, c'est parce que le désir est fondamentalement lié au besoin et à l'intérêt. Donc il y a une compulsion d'utiliser l'autre pour obtenir satisfaction et compléter une structure identitaire. Dans ce contexte, la seule forme de transcendance aurait un caractère intramondain et la négativité serait le moteur d'identification de l'autre au même et du même dans le moi. Mais la subjectivité ne se réduit pas à la sphère du relatif, apparemment condamnée au rapport de dominance. Elle s'ouvre, par contre, à l'infini, portée par un désir métaphysique, qui n'a rien à voir avec le besoin, le manque, l'appétit ou quoi que ce soit qui détermine la sphère de subjectif en vue d'un mouvement anéantissant. Quand Lévinas parle du, je cite, désir de l'absolument autre, aucune négativité est impliquée qui puisse atteindre l'autre en tant que tel. Par conséquent, l'autre en tant que tel doit être pensé comme découpé de la totalité, absolutum, dans le sens strict du terme. Cette transcendance radicale se relève comme la limite extérieure de l'économie du désir. Une économie qui domine les rapports de pouvoir dans la politique, l'histoire ou même la guerre. Comment le désir peut-il atteindre l'extériorité? Si l'essence de l'autre est, comme écrit Lévinas, la façon de défaire la forme adéquate au même, l'inadéquation absolue de l'identité d'infini pour l'être humain doit être traduite comme quelque chose qui reste toujours en dehors du champ de l'horizon du pouvoir subjectif. Pour cette raison, Lévinas insiste sur la passivité de l'individuation dans les moments de la révélation de l'autre, c'est-à-dire dans le seul, je cite, acte à l'inverse, où le désir n'est ni soif, ni appétit, ni inquiétude, ni compulsion, mais plutôt ouverture et accueil de l'infini. Je cite Lévinas encore une fois, le moi doué de vie personnelle se dépasse dans le désir qui lui vient de la présence de l'autre. Fin de citation. Cette irruption de l'absolument autre doit avoir lieu chez un moi déraciné et isolé de l'histoire et la vie objective. Ce rapport impossible
dans la séparation, le rapport dans la séparation est la condition des possibilités du vrai rapport à l'autre. C'est pour cette raison que Lévinas parle d'ignorance quand il se réfère à l'auto-affirmation jouissante du soi dans la sphère individuelle et de réveil quand il thématise la passivité du moi envahi par l'infini. L'irruption de l'autre nous oblige à renoncer à un scandaleux non-savoir, la modalité d'auto-affirmation identitaire qui mène tôt ou tard à la barbarie de l'être. Ça, c'est une expression de Lévinas, barbarie de l'être, qu'il utilise dans le livre Entre nous. Cette irruption crève notre sensibilité, la découpe violemment des habitualités intramondaines, jusqu'au point où l'autre en tant qu'autre peut être envisagé. L'intellection du Dieu biblique chez Lévinas, un Dieu qui se trouve dans le point d'abîme d'une subjectivité d'exception, ne peut pas se passer d'un humanisme radical et concret. Le visage fait partie de l'expérience sensible et en même temps déchire la sensibilité si on le prend à toute sa portée. Mais peut la relation avec l'infini nous conditionner positivement en tant qu'êtres humains? Si cela était le cas, il faudrait non seulement dire que la guerre n'a pas le dernier mot, mais aussi que la guerre présuppose la paix. Il est clair que pour Lévinas, le seul antidote contre la barbarie de l'être est l'amour commandé par le visage d'autrui et la responsabilité assignée par le surplus de signifiance liée à cette épiphanie. La question reste ouverte si le retour de la barbarie, thématisé par Lévinas lui-même, le retour de la barbarie, ne devrait pas être conçu comme un événement dont la possibilité reste liée à une structure indépassable du comportement humain. Une question similaire à ce que j'ai posé par rapport à la différence chez Girard entre économie sacrificielle et économie de la violence. En fin de compte, la vulnérabilité, dans le sens d'une éthique de l'infini, semble effacée du concret de l'histoire, même dans les sites événementiels d'une transformation inouïe. De cela témoigne Lévinas lui-même dans un entretien de 1975. Il dit « La vulnérabilité, c'est le pouvoir de dire adieu à ce monde ». Je passe maintenant à Michel Henry. Nous avons vu que si on part de la violence constitutive des rapports intramondains liés au fonctionnement du désir humain, la possibilité de marquer une rupture avec l'économie de l'être en tant qu'exercice permanent de cette violence, une violence soit immédiate, soit médiatisée, présuppose une torsion radicale des modalités de subjectivation qui exige à l'individu d'aller jusqu'au bout de sa propre condition, c'est-à-dire passivité, la passivité absolue, selon Lévinas, l'imitation du Christ chez Girard, pour envisager l'autre sans retomber dans le déterminisme du même. Le problème avec cette torsion, c'est que l'individu doit finalement s'abandonner à une vérité qui se relève comme désert. Le sujet serait ce qui est capable de porter sur son dos le poids de l'exclusion absolue. Je dirais que chez Michel Henry, il y a une opération de restitution de tout ce qui se perd dans la conversion éthique girardienne et lévinasienne. Mais cette restitution peut seulement avoir lieu si le rapport à l'autre est repensé dans le cadre de sa condition intérieure de possibilité et relié à une source qui n'est plus soumise au pouvoir de la contingence. En effet, si nous prenons comme point de départ le désir en tant que non-savoir, nous trouvons que ce que Michel Henry appelle l'illusion transcendantale de l'ego. Il y a dans cette illusion un oubli de la condition de vivant, c'est-à-dire du fait que l'ego n'est pas donné à lui-même comme un moi, mais en première instance comme un soi. Pour Michel Henry, le « je peux » de l'ego ne provient pas d'une source individuée du pouvoir, mais d'une source plutôt individuante. La vie absolue, génératrice d'une multiplicité, dont chaque terme n'est pas une abstraction numérique, mais tout au contraire,
une formation individuelle singulière que Henri appelle ipséité. Le pouvoir de la vie qui met l'ego à l'accusatif ne nous appartient pas, de sorte que l'ego, je cite Henri maintenant, l'ego en souci de soi, qui ne pense qu'à soi et n'agit qu'en vue de soi, vit dans l'occultation complète de son soi véritable. Fin des citations. À différence de Girard, Henri ne pense pas que la violence collective soit génératrice de transcendance, parce que le type de violence liée aux manifestations de la barbarie témoigne d'une méconnaissance, on peut dire peut-être un refoulement, de la source du pouvoir investi par les individus dans chaque acte d'agression ou appropriation. En tout cas, depuis la perspective henrienne, la transcendance diffère radicalement de l'expérience du monde. Et en ce sens, il s'approche de Lévinas. Mais à la différence de ce dernier, Henri pense que cette transcendance a un pouvoir générateur matériel et indéniable qui interprénètre tous les phénomènes. Et la nature de ce pouvoir montre que même, comme il écrit, une vie poussée en action peut se relier consciemment à son pathos originel. Si pour Lévinas, le problème du rapport à l'autre consiste dans la discontinuité d'une irruption verticale, dans l'infinition du désir de la sphère du besoin à celle d'une passivité absolue, pour Henri, il n'y a au fond aucune discontinuité. C'est-à-dire que si l'expérience d'autrui échoue dans l'apparaître du monde, c'est parce que le hors de soi qui caractérise l'être au monde empêche la vraie communication de ipséité dans la région immanente de l'autorévélation de la vie. C'est pour cette raison que Henri parle de la nécessité d'une rétro-référence de l'expérience d'autrui à un fondement phénoménologique radical. À partir de ces présupposés, il ne peut pas nous surprendre que le modèle henrien des communautés soit extrait de la doctrine du corps mystique du Christ. En fait, la structure interne du procès de la vie absolue en tant que relation entre cet absolu et le premier vivant se répète entre l'absolu et l'homme, car chaque homme est pour Henri, avant l'ordre de soi, dans le monde, une chair, et le premier rapport sur le plan de la chair est toujours consubstantiel. Il s'agit donc de restaurer la condition originelle d'un être dont la nature individuée, disons humaine, est sans aucun doute liée à la finitude et le manque, mais dont les possibilités les plus profondes, les possibilités de la chair, sont depuis toujours reliées à un savoir de la vie. Il écrit un savoir de la vie qui fait de chaque individu une instance irréductiblement singulière et du désir l'éclatement d'une plénitude d'être. On pourrait penser que cette affirmation de la vie donne lieu à une intégration de la source restituée dans chaque individu. Mais achever le corps du Christ n'est pas une tâche qui puisse être réalisée si facilement. La plupart des hommes, écrit Henri à la fin d'Incarnation, je cite Henri, vivent à la manière des idolâtres. De la puissance qui leur donne la vie, ils ne se soucient guère, ne vivant en elle que pour eux-mêmes, ne se souciant en toute chose que dans les autres, et dans les autres que d'eux-mêmes. Fin de citation. Que les trois auteurs analysés ici se soient tous embarqués dans un misreading, dans cette lecture d'Héraclite, je reviens maintenant à Héraclite, du problème posé par Héraclite, ne veut pas dire qu'il s'agisse en premier lieu de récupérer la vérité du polémos caché dans son œuvre, mais plutôt de débloquer quelques convictions. Dans le pôle opposé par rapport aux auteurs de l'Apocalypse, la sainteté et la barbarie, nous pouvons situer quelqu'un comme François Julien, pour qui le vrai engagement intellectuel de notre siècle consisterait à initier un travail sur l'inenvisagé dans un contexte dramatique et à faire apparaître, je cite Julien, faire apparaître selon quel autre plan ce qui paraissait mauvais relève des ressources inexplorées. Fin de citation. Pour cette raison, François Julien met en question
la prescription des saintetés comme solution à un problème d'économie générale. On parle de l'économie de la violence. D'après Julien, la sainteté ne peut que donner lieu à un récit dramaturgique des extrêmes, à l'excès héroïque du rebelle exclu ou à l'annulation de tout rapport mondain chez l'éveillé. De cette façon, on perd la vision articulée du tout et on se perd dans l'abîme du négativisme. Sans adhérer totalement à cette position, je trouve que la pensée de Julien est un vrai défi à partir duquel on pourrait penser une sorte de supplément critique des positions présentées ici, mais non justement autour d'une opposition à peine différenciée entre le modèle du saint, qui veut sauver le monde, radicaliser les négativités, et celui du sage, parce que l'autre modèle c'est la sagesse, qui trouve toujours la cohérence dans l'économie du tout. Il serait peut-être mieux de proposer que toutes ces positions radicales, Girard, Lévinas, Henri, dans la quête d'envisager l'autre, sont possibles grâce à la capacité de percevoir le mal dans le négatif, mais tout en tenant compte que le négatif, en tant qu'orientation de pensée et d'expérience, permet de sortir des impasses du démoniaque et de pouvoir faire face à l'inévitable, à ce qui est inévitable, avec un degré de compréhension globale, sans pour cela sacrifier nécessairement la quête de la dignité subjective. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adriane, pour cet exposé remarquable, pour cette grande qualité et grande beauté d'expression et de dévoilement. Les trois auteurs chez qui la question de l'autre et celle de la possibilité même de l'autre est au moins une question, et de l'avoir fait à partir d'une acception originale du polémos que vous avez, si j'entends bien, tendance à traduire finalement comme l'avenir, l'avenir, ce qui est à venir. Je passe la parole, en m'excusant d'aller un peu vite, parce que vous avez compris que la contrainte de temps a augmenté depuis tout à l'heure, à l'intervention de Grégory Jean. Oui, on va faire. Alors, que j'ai rencontré pour la première fois en 2010 dans un congrès fondateur, si j'ose dire, à l'Université de Louvain, à l'occasion de l'ouverture du fonds d'archives de Michel Henry. Et que j'ai retrouvé, Grégory, ensuite quelques fois à Louvain, et puis dans les écrits que je trouve remarquables qu'il a consacrés à Michel Henry, dans la revue notamment Michel Henry. Et je voulais aussi saluer évidemment publiquement le travail considérable qu'il a fait de rassemblement, d'organisation, d'annotation des archives Henry. Donc, je te passe la parole, Grégory, pour une intervention dont le titre est « Le désir d'autrui entre érotisme et violence ». Alors, merci beaucoup Thierry. Toujours un peu compliqué pour l'orateur au fur et à mesure que la journée avance, parce qu'il est obligé de redire un certain nombre de choses qui ont été dites. Simplement pour introduire mon propos de manière très générale, après je vais essayer de rentrer dans la matérialité des textes, mais je voudrais dire que ce qui me semble justifier a priori le rapprochement entre les deux auteurs qui nous occupent aujourd'hui, c'est à mes yeux donc leur appartenance à un même espace théorique, auquel je crois appartient aussi en effet Emmanuel Lévinas, qui se structure autour d'une thèse assez simple, qui est que, à leurs yeux, il n'est pas de communauté humaine qui n'ait un fondement religieux. Et cette thèse selon laquelle il n'y ait pas de communauté humaine qui n'ait de fondement religieux n'est pas, en tout cas pas d'abord le fait d'une fidélité à un dogme quelconque, mais c'est l'expression d'un constat relatif à l'échec théorique de ce qui a constitué l'un des paradigmes fondamentaux au XXe siècle des théories de l'intersubjectivité, notamment dans tout un pan de la sociologie. Et le propre de ce paradigme est précisément en raison de sa dépendance à l'égard de l'économie, d'avoir pensé les relations humaines en empruntant au phénomène de l'échange deux de ses traits fondamentaux, l'autonomie des individus, de telle sorte que ce que font les hommes ne s'explique jamais qu'à partir d'eux-mêmes, et en effet la réciprocité de principes de leur interaction. Alors il est frappant
que ce soit justement, c'est ce que rappelait ce matin M. Chante, il est frappant que ce soit comme le règne de la réciprocité que Henri, dans Paroles du Christ, décrive ce qu'il nomme le système de l'humain, de manière à lui opposer comme son fondement, je cite, la non-réciprocité, qui est le trait décisif de la relation intérieure et cachée de Dieu à l'homme. Et tout aussi frappant, c'est d'une manière similaire que la violence et le sacré s'ouvrent, vous le savez, sur une description de la violence réciproque, avant de lui opposer le sacrifice de la victime émissaire, en tant qu'elle seule peut conjurer la réciprocité interminable de la violence, une expression de Girard, en reconduisant les sociétés humaines à cette unanimité fondatrice constitutive de leur religiosité. Alors bien entendu, et je commence donc à entrer dans le cœur de mon propos, ce rapprochement suscite immédiatement une série d'objections. En fait, vous allez voir, c'est comme ça que je vais procéder, je vais faire des rapprochements, je vais poser des objections, je vais essayer d'y répondre. Première donc objection, on peut la formuler très simplement. Chez Girard, l'unilatéralité ne s'oppose pas à la réciprocité comme la paix s'oppose à la guerre, mais comme une violence légitime parce qu'unilatérale ou unanime s'oppose à une violence illégitime parce que réciproque. Au contraire, de manière en apparence classique, le dispositif henrien semble participer tout entier du déni de cet état de choses, déni consistant donc à substituer à ce différentiel de la violence l'opposition d'une paix religieuse à une guerre économique. Alors c'est vrai que de nombreux textes de Henri vont en ce sens, mais il n'en reste pas moins que Henri qualifie lui-même sans cesse la vie, qui est le nom phénoménologique de Dieu, de violente. Non pas seulement violente à l'encontre de la réciprocité humaine, mais intrinsèquement, positivement violente. Désignant phénoménologiquement la manière dont chaque individu s'éprouve lui-même passivement et absolument avant d'entrer en rapport avec les autres, son trait distinctif, écrit-il dans Incarnation, je cite, est la violence. Violence telle qu'il n'est contre elle nulle protection. Que tout le problème de l'intersubjectivité soit alors de parvenir à articuler ces deux violences, donc celle de la vie et celle du monde, c'est ce dont témoigne, je crois, l'ensemble des développements de la barbarie, et c'est un point, effectivement, qu'a noté Jérôme Théo dans son article de 2010, que je tiens ici à saluer, puisque, une fois encore, c'est, à ma connaissance, le seul article de la littérature secondaire consacré à Henri qui envisage une proximité avec Girard. De fait, donc, si chez Henri comme chez Girard, la non-réciprocité et la réciprocité s'opposent, ce sont bien comme deux modalités de la violence entre lesquelles les êtres humains se trouvent sans cesse pris et dans la différence desquelles se loge l'ensemble des phénomènes de la culture. Alors, la thèse que je voudrais soutenir ici, c'est que cette proximité, disons, dans les conclusions anthropologiques, anthropologico-théologiques auxquelles aboutissent l'un et l'autre penseur, est une conséquence d'une proximité initiale, et à mon avis extrêmement profonde, je vais essayer de vous en convaincre, relativement à la manière dont ils conçoivent ce qui se trouve finalement chez l'un et l'autre au fondement de cette double violence, à savoir le désir. Alors je commence à cet égard par ce que nous connaissons le mieux. Le propre de la théorie girardienne du désir mimétique, telle que la développe en profondeur Mensonge romantique et Vérité romanesque, est de faire fond sur une époquée de l'objet. À la thèse d'un objet capable de susciter de lui-même un désir, à la thèse inverse, thèse donc romantique, selon laquelle nous ne jugeons une chose désirable que pour autant que nous la désirons, Girard substitue la figure romanesque d'un désir triangulaire, tel que nous ne désirons jamais rien qu'à titre d'objet transfiguré par le désir de l'autre. Cet autre que nous découvrons ainsi comme l'organe de notre désir, mais aussi à titre de rival, dans la prétention à la jouissance de l'objet, comme l'obstacle à notre satisfaction. Alors je crois que, effectivement, c'est là la thèse de Girard, clairement énoncée. Je ne crois pas que là réside, pour répondre à une des questions qui a été posée, son originalité propre. Car cette thèse suscite immédiatement une première question. Si un objet n'est désirable qu'en tant qu'objet du désir de l'autre, qu'est-ce qui rend cet autre désir lui-même suffisamment désirable pour que je souhaite l'imiter et en vienne dès lors à désirer ce qu'il désire? Et c'est ici que la force de Girard me semble résider dans sa cohérence. Si un objet n'est désirable qu'en tant que désiré par l'autre, alors le désir de l'autre ne peut lui-même être désiré qu'à la condition qu'il apparaisse lui-même comme l'objet d'un autre désir. Seulement, objet de désir, l'autre
peut lui-même l'être de deux manières. En tant qu'objet, justement, comme dans la rivalité amoureuse. Celui qui désire un autre me le fait par là même désirer avec et contre lui. Mais bien sûr, cette solution ne fait finalement que repousser le problème d'un cran. Il restera toujours à comprendre pourquoi le désir du rival m'apparaît lui-même comme désirable, et donc, à moins d'entrer dans une régression à l'infini, ce qui doit être expliqué n'est plus cette transfiguration de l'autre en objet désiré, par un autre désir, mais celle de l'autre comme sujet désirant. Transfiguration de l'autre comme objet, comme sujet désirant. D'où une seconde question, qu'est-ce qui transfigure et élève ainsi au rang d'objet du désir de l'autre, non en tant qu'objet désiré, mais en tant que sujet désirant? La réponse de Girard est ici, je crois, claire et extrêmement profonde. Ce qui le permet, c'est une certaine idée. L'idée selon laquelle l'autre éprouverait lui-même son désir comme comblé. Ici, la distinction lacanienne entre jalousie et envie me semble particulièrement éclairante. Alors que la jalousie, écrit Lacan dans le séminaire 11, est toujours un rapport à l'objet via le désir de l'autre, l'envie s'adresse au contraire, je cite, à la prétendue satisfaction de l'autre, à cette image qui est un leurre du désir comblé de l'autre, image d'une complétude qui se referme et devant laquelle pâlit le sujet. Or, tel est bien, dans Mensonge romantique et vérité romanesque, le fondement même du caractère mimétique du désir. D'une part, écrit Girard, ce n'est pas ce que l'autre possède que nous désirons d'abord, mais l'être de ce médiateur, désir atroce d'être l'autre, dit Girard, qui fonde tout désir objectal, dans ce qu'il nomme alors le désir métaphysique. Et d'autre part, ce qui fonde ce désir métaphysique n'est pas la manière dont l'autre m'apparaît comme possédant ce que je n'ai pas, mais comme étant ce que je ne suis pas, à savoir un désir s'éprouvant lui-même dans sa saturation ou sa plénitude. Comme le résume clairement un passage de La violence et le sacré, je cite, « L'homme désire intensément, mais il ne sait pas exactement quoi, car c'est l'être qu'il désire, un être dont il se sent privé, et dont quelqu'un d'autre lui paraît pourvu. » Ce qui assure donc le rôle de médiateur entre mon désir et le désir de l'autre. Médiateur qui donc me désigne ce désir comme étant intrinsèquement désirable, et donc devant être imité, c'est bien l'idée du désir de l'autre comme désir supposé comblé. Idée qui n'est rien d'autre, pour Girard, que l'envers de l'impuissance que je ressens à combler mon propre désir. Qu'une telle idée soit un leurre, tel est alors le fondement de ce qu'il nomme la médiation double ou réciproque, qui est un jeu de dupes, où chacun suppose réaliser en l'autre ce qu'il sait irréalisable en lui-même, et qui institue donc la réciprocité de l'envie, de la haine, et finalement de la violence. Alors l'ensemble de cette séquence suscite, à mon sens, d'un point de vue phénoménologique, deux questions. Première question, alors que ne pose pas explicitement Girard, mais dont on pourrait montrer, je crois, qu'il y est au fond extrêmement sensible. Première question donc d'apparence simple, mais qui me semble avoir constitué une sorte de croix théorique pour les théories phénoménologiques de l'expérience d'autrui. Si un objet n'est désirable qu'en tant que désiré par autrui, comment m'est-il possible d'accéder au désir d'autrui lui-même comme condition de tout désir d'objet? En d'autres termes, dans quelle expérience phénoménologique puis-je faire l'expérience directe du désir de l'autre, au sens subjectif du génitif, de l'autre désirant, alors même qu'il ne semble ne pouvoir se manifester que dans les signes que l'autre m'en envoie à l'occasion de son commerce avec les objets. Et puis, deuxième question, qu'appelle la théorie girardienne du désir, à quelles conditions cette expérience directe d'autrui peut néanmoins être décrite comme médiatisée, de telle sorte que dans un processus de transfiguration où s'engouffre une charge irrémissible d'illusion, elle me le présente comme désirable parce que comblé ou saturé. Alors il me semble que c'est la volonté de fournir une réponse à ces deux questions qui caractérise la théorie henrienne de l'intersubjectivité dans le déplacement qu'elle fait subir à ses coordonnées phénoménologiques traditionnelles. Alors bien entendu, la conception henrienne du désir, si nous la projetons dans un espace girardien, nous confronte en apparence à une difficulté massive, liée à sa décision qu'on dira volontiers romantique, au sens de Girard, mais on pourrait aussi l'appeler vitaliste, cette décision, de ne se saisir du désir qu'au prisme de sa dissociation radicale d'avec toute théorie du manque. Dès l'essence de la manifestation, la thèse d'une individualité déterminée par une autodonation à soi sans distance se trouve clairement opposée à une position de type sartrien qui aura tant compté pour Girard,
selon laquelle la subjectivité serait justement marquée dans sa négativité ontologique par l'impossible désir de coïncider avec soi. Et plus explicitement encore, les relectures de Schopenhauer et de Nietzsche, proposées par Généalogie de la psychanalyse, aboutissent à ce que Henry nomme lui-même une métaphysique de la plénitude, qu'il oppose frontalement à cette même théorie négative du désir. Je vous cite juste un petit passage de Généalogie de la psychanalyse. Avec cette métaphysique de la plénitude, c'est un nouveau concept du désir qui se lève devant nous, écrit Henry. Comment, si la vie est l'auto-affection, et comme telle la profusion de soi en soi-même, quelque chose comme le manque et le besoin est-il encore possible? Pure adhésion à soi, l'être n'est que le désir de soi, il n'est que pure adhésion à soi. Alors cette objection, elle me paraît importante, mais je voudrais essayer d'en retarder l'examen pour qu'elle ne bloque pas, a priori, notre progression. Je le disais à l'instant, la théorie mimétique suppose, d'un point de vue phénoménologique, la possibilité d'une expérience directe du désir de l'autre au sens subjectif du génitif. Or, dès ces manuscrits de Genèse sur l'expérience d'autrui, c'est cette exigence d'une expérience directe que Henry oppose à l'ensemble des théories phénoménologiques de l'empathie. Voilà ce qu'il écrit dans un manuscrit. Ce qui compte n'est pas du tout l'expérience de ce qu'éprouve l'autre, mais l'expérience de l'autre éprouvant telle ou telle chose. Or, ma perception du contenu de l'expérience d'autrui suppose bien une distance phénoménologique entre moi et ce contenu, mais comment faire l'expérience que j'ai de lui subissant cette peine, etc. C'est cela l'expérience d'autrui, le problème reste entier. Donc, Henry le formule clairement, le problème de l'expérience d'autrui est celui de l'expérience d'autrui au sens subjectif du génitif, et non pas des contenus de son expérience dans ce qu'ils peuvent me révéler de son rapport aux objets. Et cette expérience, c'est celle que le jeune Henry nomme alors lui-même expérience métaphysique d'autrui, en précisant que métaphysique signifie que cette expérience ne passe pas par la médiation du monde, et a fortiori des objets. De sorte que s'annonce déjà ici, je crois, une première articulation entre la théorie girardienne et la théorie henrienne du désir. De même que le désir métaphysique est chez Girard le désir d'être l'autre, en tant que cet autre est saisi comme éprouvant ce que je suis incapable moi-même d'éprouver, à savoir une saturation de mon désir, de même chez Henry, l'expérience métaphysique d'autrui est au moins l'épreuve affective de l'autre ressentant ce qu'il ressent, épreuve qui donc se situe au fondement, si vous voulez, de la possibilité du désir mimétique. Alors bien sûr, on sera de nouveau tenté de formuler, à l'encontre de ce rapprochement, une double objection. La première objection, c'est que dans cette déclaration de principe henrienne, il n'est pas à proprement parler question du désir. Question de l'expérience métaphysique d'autrui, mais pas du désir. Or, il est frappant que les différentes illustrations que tous ces manuscrits de Genèse donnent de cette expérience métaphysique d'autrui sont presque toutes des cas d'expérience érotique. Alors, je voudrais ici citer quelques manuscrits, mais parmi bien d'autres possibles. Voilà ce qu'écrit Henry pour illustrer cette expérience métaphysique d'autrui. Le corps de l'autre dont j'ai l'expérience dans l'amour sexuel n'est pas du tout un objet. Le sein que je caresse, c'est ce qu'il est subjectivement pour ma partenaire. C'est un acte transcendantal de sentir que j'appréhende. On appréhende un acte de sentir. On est aux antipodes de la chose. Les corps des amants sont deux corps subjectifs. Chacun est un corps subjectif, non seulement pour soi, mais aussi pour l'autre et réciproquement, critique de Sartre, donc deux subjectivités. Ce sont deux subjectivités qui font l'amour. Lorsque dans la caresse, je touche une main et suis touché par elle, c'est l'acte de toucher que je touche, c'est sa subjectivité que je touche, ce sont deux échos métaphysiques qui se touchent. Bon. Alors à la lecture de ces notes, et d'autres notes également, on comprend que le désir et l'expérience érotique ne sont pas une simple illustration de la thèse d'une expérience métaphysique d'autrui, mais que c'en sont au fond les versions exemplaires. Et c'est ce que révèle une autre note dans laquelle Henry déclare sans ambiguïté, je cite, « L'acte sexuel et l'acte métaphysique, non pas dans son sens, mais dans son essence. » D'où la réponse à notre première objection, l'expérience métaphysique d'autrui n'est pas indépendante du champ du désir, elle est au contraire ce que le désir, dont le désir érotique fournit le modèle, vise par essence. Désir d'être l'autre, c'est-à-dire de l'éprouver tel qu'il s'éprouve là où il est hors du monde, dans ce que Henry décrit par ailleurs donc comme la plénitude de son auto-affection. Alors bien entendu, cela suscite une nouvelle objection. On l'a vu, si tout désir est désir d'éprouver l'autre dans la plénitude de son épreuve de soi, celle-ci, selon Girard, n'existe pas préalablement à ce désir métaphysique qui se proposerait de l'atteindre, mais se trouve illusoirement projetée en autrui en raison de cette propriété fondamentale du désir,
de supposer réaliser en l'autre ce qu'il ne parviendra jamais à atteindre en lui. Or, justement, Henri n'enseigne lui-même pas autre chose. Évidemment, le désir est toujours celui d'une expérience métaphysique d'autrui. Désir de saisir non pas ce qu'éprouve l'autre, mais l'autre s'éprouvant dans la plénitude de son auto-affection. Mais il ne reste pas moins qu'il se trouve affublé par les conditions concrètes de tout rapport à l'autre d'un coefficient de négativité tel que, réel comme tentative ou tentation, c'est sa possibilité d'atteindre ce qu'il vise qui se trouve a priori condamnée. C'est ce que souligne Henri dans une note préparatoire à Incarnation, que je cite, « L'érotisme apparaît comme la tentative, la tentation de saisir la vie, de la voir dans le monde. Tel est le désir, tel est son échec. » Et dans un manuscrit de jeunesse, il décrivait ainsi le désir comme une intentionnalité contradictoire, désir de saisir la vie dans le monde. Alors l'intérêt de ces remarques n'est pas de condamner dans le dispositif en rien, a priori, le désir d'expérience métaphysique à l'insatisfaction, en marquant ses propres conditions d'impossibilité. Mais, et c'est là qu'on va se rapprocher encore de Girard, mais de rendre compte des effets, en quelque sorte, réels de l'illusion de la satisfaction possible du désir sur les rapports humains, et de décrire ces rapports humains, et notamment les relations érotiques, au fil de cette illusion engendrée par le désir, illusion d'une vie susceptible d'apparaître comme telle dans le monde. Ainsi, Généalogie de la psychanalyse évoque déjà les conséquences de cet échec du désir dans les termes, je cite, d'un hyper-développement de l'imaginaire et avec lui d'un univers fantasmatique et à la limite hallucinatoire. Et un passage de phénoménologie matérielle est plus significatif encore. Ce que veulent les amants, écrit Henri, c'est, je cite, toucher la sensation de l'autre, sa vie, et c'est ce qui n'advient jamais. Ainsi, du désir de l'autre en ce sens radical, il faut affirmer, ce désir est sans objet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet pour lui, c'est pourquoi il erre à travers le monde comme un fantôme et il se lie à des images. Alors faisons un dernier pas. Bien plus que de se lier à des images, le désir métaphysique en rien les produit en transfigurant ce sur quoi il porte. Une note préparatoire à Incarnation décrit ainsi le désir comme un processus incantatoire. Tentative, écrit Henri, de saisir la vie de l'autre sur son corps objectif, pratique d'incantation pour provoquer l'incarnation de sa chair réelle dans son corps objectif. Et c'est ce que la conclusion de Philosophie et phénoménologie du corps, donc son premier livre écrit, saisissait déjà comme une fascination, une adoration ou encore un culte rendu à la vie de l'autre elle-même qualifiée d'objet mystérieux, obscur, sacré ou encore magique. Je cite la conclusion de ce livre. Un objet, écrit Henri, peut revêtir cette signification d'être pour la conscience qu'il appréhende quelque chose d'absolu, à la condition de n'être pas un objet ordinaire, mais en quelque sorte un objet magique, dont tous les caractères ne se recouvrent pas avec ceux du milieu ontologique dans lequel cet objet se manifeste pourtant. Manifestation de la vie dans le monde, et de telle sorte que les conditions d'apparition de la vie dans le monde ne sont pas corrélées aux propriétés essentielles de ce qu'est la vie. Ce que vise la conscience qui désire, poursuit Henri, c'est précisément cette subjectivité qu'elle cherche à appréhender à travers et dans l'objet. Que cette visée soit pourtant contradictoire et vouée à l'échec, que ce monde du désir soit, une fois encore, proprement hallucinatoire pour Henri, et l'on pourra dire du désir en rien ce que Girard dit du désir mimétique dans Mensonge romantique et Vérité romanesque, que tout y est faux, théâtral et artificiel, excepté sa fin immense de sacré. Fin de l'extramondain, donc, d'autant plus déçue qu'elle se trouve cherchée dans le monde des rapports humains, et rapport humain d'autant plus hallucinatoire que c'est dans l'autre qu'est projetée la réalité même du sacré. Reste alors une dernière question. La théorie mimétique du désir, chez Girard, on le sait, fait de la violence réciproque la conséquence nécessaire de ce désir dans sa dimension illusoire, voire hallucinatoire. Dans quelle mesure le désir en rien, tel que j'ai essayé d'en marquer ici la proximité à mes yeux réellement étroite avec le désir mimétique, est-il lui-même le fondement de la violence? Alors c'est sur ce point qu'il s'agit de revenir à notre point de départ. Nous l'avons vu, la violence caractérise chez Henri la vie elle-même. Violence de la révélation à soi sans distance, contre laquelle, disait Henri, il n'y a nulle protection. Mais, si cet apparaître de la vie est violent, l'apparaître du monde, dans le monde, l'est tout autant. Et pour cette raison précise, qu'il prétend mettre à distance cette vie
immanente qui ne peut pas l'être. L'apparaître du monde, note Henri au paragraphe 4 de l'Incarnation, je cite, « détourne de soi avec une telle violence, jette au dehors avec tant de force, que tout ce à quoi il donne d'apparaître se trouve chassé en quelque sorte de sa demeure véritable, de sa patrie d'origine, privé de ses biens les plus propres, abandonné, sans appui, perdu. » Or, quelle serait la figure concrète de cette violence, si ce n'est le désir, comme tentative ou tentation, de faire apparaître la vie là où elle ne peut jamais apparaître, précisément dans le monde. Revenons au paragraphe 43 sur le désir érotique, dans l'Incarnation. Henri décrit explicitement ce désir comme la tentative des individus d'entrer en contact, dit-il, je cite, sur un terrain où il n'y a plus rien de vivant, où aucune vie n'est possible. Et il ajoute, un tel fait va contre la nature de la vie, donc le désir va contre la nature de la vie, prescrivant à celle-ci de s'accomplir là où son existence même est tout simplement impossible, et revêt la forme de la violence parce qu'elle implique une négation active. Cette destruction, ajoute Henri, délibérée de la réalité, en l'occurrence celle de la vie, c'est le nihilisme. Fin de citation. Le désir est donc, en ce sens précis et rigoureux au sens où j'ai essayé de le définir, violence première et nihiliste. Alors bien sûr, on objectera ici que faire du désir érotique lui-même l'origine de la violence réciproque s'avère en définitive une manière un peu angélique de comprendre les violences humaines et le nihilisme, dont on ne peut quand même tout pas dire que la relation érotique, si elle en participe, en soit le paroxysme. Le désir érotique ou la relation érotique comme paroxysme de la violence. Il y a une certaine naïveté évidemment à le penser. Et c'est un point explicitement souligné par Girard. Vous vous rappelez que dans La violence et le sacré, Girard note que la sexualité fait partie du fondement en tant qu'elle a maille à partir avec la violence, et qu'elle lui fournit 1000 occasions de se déchaîner, mais qu'il n'en reste pas moins que la sexualité n'est pas un vrai fondement, parce qu'elle est révélée. C'est la sexualité qui fait partie de la violence sacrée, écrit Girard, et non pas le contraire. Mais c'est justement sur ce point qu'il s'agit de ne pas taxer la théorie henrienne du désir de trop de naïveté. Le désir érotique, on l'a vu, se définit formellement par la tentative ou la tentation d'exhiber la vie dans le monde. Tentative vouée à l'échec, mais dont les effets sont bien réels, tant parce qu'elle institue le monde humain comme monde hallucinatoire, que parce qu'elle suscite des pratiques elles-mêmes réelles, comme les pratiques érotiques. Mais précisément, les comportements que nous appelons proprement érotiques ne sont pas les seuls à répondre à cette définition formelle, la tentative de faire apparaître la vie dans le monde. À cet égard, je voudrais, pour conclure, me reporter à ce qui me semble, depuis longtemps, être l'une des plus belles pages de Henri, et que vous trouverez dans Du communisme au capitalisme. Voilà ce qu'il écrit. La situation limite dans laquelle le fascisme se découvre à nous dans sa vérité est la torture. La torture apparaît d'abord comme un moyen utilisé en vue d'une certaine fin. Le moyen employé est la souffrance. Seulement dans la torture, plus vite qu'en aucune autre affaire humaine, le moyen devient la fin. Dans la torture, ce n'est plus la possibilité de remonter une filière qui devient l'important, mais la torture elle-même. Lors même qu'elle ne sert que de moyen, c'est sans doute le caractère fascinant de celui-ci. C'est sa signification métaphysique de reconduire au lieu où l'individu est lui-même et ainsi de pouvoir le frapper au cœur qui l'ont fait choisir. Au cœur de l'individu, il y a la vie, la subjectivité pure où la vie touche à soi, où l'individu est submergé par son être propre. Cette façon de subir, c'est une façon de souffrir. La souffrance n'est que l'actualisation de ce souffrir qui constitue l'essence de la vie. Si la torture s'adresse à la souffrance, si son moyen est en réalité une fin, c'est parce qu'elle conduit la vie à son lieu propre, où l'épreuve qu'elle fait de soi revêt une forme paroxystique, une intensité en effet insupportable. Le fascisme, comme toute expérience humaine fondamentale, comme l'éros, reconduit la vie à l'essence de son vivre. Il se peut bien que dans la torture, à l'instant du cri ou du sanglot, bourreaux et victimes se donnent l'un à l'autre de soulever le voile qui recouvre le mystère le plus profond de l'être. Vous le voyez, tout comme le désir érotique, le désir pur de violence, de la violence pour la violence, la fascination notamment pour la cruauté, répond bien à cette même tentation d'exhiber la vie dans le monde. Non certes dans sa jouissance, comme dans le désir érotique, mais dans cette souffrance qui n'en est que l'envers, et qui, du reste pour Henri, en est aussi le fondement. Tout désir est métaphysiquement nihiliste et violent, mais débouche également, selon certaines de ses modalités, sur une violence et un nihilisme réel ou effectif, dont l'érotisme n'est finalement qu'une modalité particulière. Alors, de nouveau, d'où vient un tel désir? Et je conclus.
Henri décrit le désir comme cette intentionnalité contradictoire consistant à chercher à saisir la vie dans le monde, la plénitude dans ce qui n'est qu'un régime de séparation et d'extériorité. Mais là où cette plénitude se trouve entièrement comprise par Girard comme l'effet illusoire du désir comme fin de sacré et de la projection sur l'autre de ce dont le désir manque en lui-même, Henri, on l'a vu, l'attribue à tout vivant en tant qu'il se trouve donné à lui-même dans la vie. L'illusion et le nihilisme qui en découle n'étant, pour Henri, que de la chercher en l'autre, cette auto-affection et cette plénitude. Mais précisément, pourquoi le vivant irait-il chercher illusoirement en l'autre ce dont il jouirait pleinement en lui-même? Si le désir est la tentation, la tentative de saisir la vie, de la voir dans le monde, lors même que cette intentionnalité, comme l'écrit également Henri, se heurte à un échec prescrit par l'ontologie, d'où vient-il? Si ce n'est d'un manque de plénitude, qui, contrairement à ce qu'enseigne en ce sens le romantisme, en rien, n'habite pas moins la subjectivité en elle-même que celle de l'autre. Telle serait en tout cas l'ultime objection girardienne à Henri, à laquelle, je crois cette fois, il est difficile de répondre. La vocation de la vie dans le monde, la tentative, la tentation vouée à l'échec de l'y sentir, jouissante et souffrante, et pour cela d'agir sur elle, comme dans la caresse ou dans la torture, pour en intensifier les modalités, ne peut se comprendre que par l'impossibilité constitutive de mon désir de vie d'être comblé, d'être élevé à cette plénitude dont la jouissance et la souffrance de l'autre me donnent le spectacle hallucinatoire, à un point tel que je pense, je crois, j'ai l'illusion d'éprouver en moi ce que je n'éprouve pourtant, et de manière elle-même hallucinée, qu'en lui. Je vous remercie. Merci Grégory, je suis admiratif comme à chaque fois que j'ai l'occasion de te lire ou de t'entendre. Et merci donc pour cette originale et rigoureuse reprise et réarticulation de pensée dont la proximité est décidément inversement proportionnelle à leur éloignement circonstanciel. Je passe la parole à Jérôme Thelot avec 2 mots de préambule. J'avais été impressionné, Jérôme, par votre intervention Vie et violence, esquisse pour une généalogie du monde lors du colloque de Louvain dont on a déjà parlé. Déjà Vie et violence. Et j'avais eu le sentiment, alors tout à fait immodeste, d'une grande proximité, en tout cas d'une très grande attirance de ma part pour votre pensée, forme et contenu. Et j'avais lu ensuite votre thèse sur Baudelaire, Violence et poésie. Je voudrais surtout ici citer notre court essai Rimbaud, La poésie excédée, qui est ce que j'ai lu de plus original et de remarquable sur Rimbaud, et qui fut et reste un de mes livres de chevet. À vous donc, cher Jérôme Thelot, pour une conférence dont le titre est Voix et sacrifice dans le cinématographe selon Robert Bresson. Merci beaucoup Thierry et merci pour votre invitation. Après les paroles qui ont été produites, la densité de l'exposé, la mobilisation conceptuelle impressionnante, évidemment, ce que je vais dire va être une manière de récréation. On va tout d'un coup parler d'autre chose. D'ailleurs, moi, je ne suis pas philosophe et ne prétends pas l'être. Et je me suis dit, ayant été invité comme ça par Thierry, que vraiment le niveau intellectuel de cette séance allait choir à la faveur de ma communication et que je ne pouvais, moi, que faire travailler un peu ensemble, disons, Michel Henry et René Girard, auprès d'œuvres que j'aime, alors en l'occurrence ce sera celle de Robert Bresson, pour les élucider un peu. Et si d'aventure, en effet, ils pouvaient collaborer ensemble à rendre un peu moins obscures de si grandes œuvres, ou plutôt si ensemble ils pouvaient aider ces œuvres à aller jusqu'au bout de leur conscience de soi, eh bien ce serait peut-être un signe qu'ils sont susceptibles de s'entendre. Bon, du coup, je vais vous dire rien du tout même sur René Girard et Michel Henry, mais je vais vous parler un peu du cinéma de Robert Bresson, à charge pour chacun d'entre vous, avec la bienveillance de tous, de trouver des analogies secrètes entre ce que je vais dire et le propos de la journée d'aujourd'hui. Alors, en effet, Robert Bresson n'est pas seulement l'auteur de cette œuvre que chacun connaît, de cette œuvre de cinématographe, dans chacun des films de laquelle il y a une saturation de la violence, des crimes, des sacrifices, des viols, des exactions de toutes sortes. Non, il est aussi l'auteur d'un livre à proprement parler admirable, que chacun connaît aussi, Notes,
sur le cinématographe, qui a paru chez Gallimard assez tard dans sa carrière, dans les années 70-72, lorsqu'il était déjà arrivé, disons, au fait de son art, lorsqu'il avait d'ailleurs réalisé la plupart de ses films. Ce livre n'est pas seulement un bréviaire des objurgations que le cinéaste se fait à lui-même, un relevé des apprentissages qu'il lui a été donné de faire lorsqu'il a tourné ses films. C'est aussi une tentative de définition du cinématographe en tant qu'opposé au cinéma. Et à la faveur de cette tentative de définition, vraiment un livre d'esthétique générale, à mon sens l'un des plus beaux livres d'esthétique générale du XXe siècle. Mais il a cette particularité que Bresson s'y exprime avec la culture qui est la sienne, qui est très grande, car il fut un grand lecteur, mais cette culture, elle est littéraire. Lui non plus n'est pas philosophe et ne prétendait pas l'être, et il avait pour référence fondamentale la littérature française, comme on l'enseignait du temps qu'il avait été lycéen et qu'il l'avait cultivée sa vie durant. Autrement dit, il était un lecteur de Montaigne, de Pascal, de Montesquieu, de gens comme ça, de Jean-Jacques Rousseau, il citait tout le temps Chateaubriand, etc., jusqu'à Paul Valéry. Et il m'apparaissait à moi, admirateur définitif de notes sur le cinématographe, que tout de même, cette sorte de conceptualité qui était la sienne, héritière de la littérature française, n'était pas tout à fait à la hauteur du projet qui anime ces films. Autrement dit, que ces films allaient plus avant que ce que ce livre, pourtant formidable, pouvait en dire. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je suis de ceux qui doivent aider Bresson, le Bresson que nous avons en nous, si j'ose dire, à aller sur son propre chemin et ajouter à son vocabulaire par trop classique, eh bien, quelque chose d'une science philosophique qui lui permettrait de se comprendre un peu moins mal. Bon. Alors du coup, je vous fais entendre une proposition fondamentale qu'il a ainsi consignée dans ses notes. Mon film, c'est sur la genèse de ces films. Mon film naît... C'est-à-dire que le petit fragment que je vous fais entendre est précédé d'un titre de 2 morts et de 3 naissances. Encore une fois, vous avez à vous demander par devers vous en quoi tout ça ressemble à Michel Henry et à René Girard. Mais finalement, à la fin d'exposé, je vais quand même en dire quelque chose. De 2 morts et de 3 naissances. Mon film naît une première fois dans ma tête, meurt sur le papier, est ressuscité par les personnes vivantes et les objets réels que j'emploie, qui sont tués sur pellicule, mais qui, placés dans un certain ordre et projetés sur un écran, se raniment comme des fleurs dans l'eau. Alors c'est une synthèse vraiment ramassée, parfaitement ramassée, où on voit que les 3 naissances en lesquelles consiste le travail du cinéaste relèvent chacune de l'imprévu, de l'immédiateté, d'une épiphanie non présumée, comme des fleurs dans l'eau, dit-il. Cependant qu'au contraire, les 2 morts, qu'il faut aussi que ce travail traverse, relèvent quant à elles de la représentation. La première mort est celle sur le papier de la fixation écrite de l'intuition première, et la seconde est pareillement celle sur pellicule de la fixation filmique des personnes et des objets. Il s'ensuit que ce qu'il revient à l'écriture cinématographique de défaire, à proprement parler, de désécrire, ce sont ces 2 moments de représentation, qui lui sont intérieurs et même instaurateurs, mais comme des positivités, oui, je le répète, que doit défaire le travail du négatif, ici métaphorisé par ce nom de naissance. Alors voici 2 notions, représentation et naissance, qui structurent la pensée de ce livre, Notes sur le cinématographe, lors même que ce mot de naissance n'est pas employé ailleurs que dans le texte que je viens de citer, et lors même que le mot de représentation n'est utilisé pour sa part qu'une seule fois, mais l'adjectif représentatif et les verbes représenter sont présents dans des énoncés fondamentaux. Je cite, « film de cinématographe, émotionnel, non représentatif ». Ou bien encore, alors cette proposition-ci est cardinale, « cinématographe, art avec des images, de ne rien représenter ». C'est ici que le vocabulaire de Bresson peut marquer peut-être sa limite, peut-être pas, vous en jugerez, auprès de l'ambition métaphysique de son œuvre filmique. Car s'il est vrai que les mots du classicisme littéraire, donc, de Montaigne à Chateaubriand, peuvent édifier dans l'autoréflexion du cinématographe son soubassement éthique, sa critique du cinéma, sa polémique contre la théâtralisation dans le divertissement filmique, et puis son mépris du star system, et même les choix stylistiques qui ont inversé systématiquement les méthodes de ce dernier. En revanche, il faut sans doute, pour réfléchir ce paradoxe alors radical auquel parvient Bresson, je répète,
ce paradoxe d'un art avec des images de ne rien représenter, il faut sans doute une autre conceptualisation qui sache exhiber les présupposés à partir desquels cette ambition du cinématographe est soutenable. Ici, donc, une philosophie, je ferai appel à la philosophie de Henry, qui parle autrement que Bresson, peut peut-être prétendre fonder utilement cet art. La question est alors la suivante. À quelles conditions un art avec des images de ne rien représenter est-il possible? Par quel fond de postulation et par quel horizon de principe faut-il que la réalisation d'un tel art, des écritures de la représentation, si je comprends bien, soit soutenue? Autrement dit, si le nom de philosophie, cette fois, désigne une conscience de soi assez radicale pour exposer ses propres présuppositions, peut-on donner à la pratique du cinématographe cette conscience qui est rang de philosophie? Alors je prendrai pour montrer que ces questions ne sont pas illégitimes, d'abord l'exemple d'Un condamné à mort s'est échappé, le film de 1956, et puis tout à l'heure celui de Jeanne d'Arc, où un sacrifice tout à fait analogue à celui du Christ, comme il a été dit des millions de fois, est montré. Commençons par Un condamné à mort s'est échappé. Vous savez bien, il s'agit d'une évasion préparée par la patience des mains du prisonnier, par l'artisanat, par conséquent, de Fontaine, c'est son nom, qui emploie ses mains à forer un passage de sa cellule à la liberté. Il s'agit donc d'un travail physique, bricolage, d'un orfèvre un petit peu maçon et un petit peu menuisier, très prudent, autant qu'averti, qui défait la clôture de sa cellule, qui troue le mur des impossibilités. Autrement dit, Fontaine, non pas seulement, mais partiellement au moins, et utilement dans le cadre d'un exposé sur cette œuvre, Fontaine est une allégorie du cinéaste selon Bresson. Son travail d'évasion est une figuration du travail du cinématographe. De même qu'il revient à celui-ci de sortir de la représentation, de désécrire la double mort de la fixation de l'intuition par l'écriture, puis des personnes réelles par l'image, de même, Fontaine, sortant de sa prison, eh bien, dédit le déjà dit de sa condamnation, et il mérite, par le travail, encore une fois, de ses mains, qui défont son emprisonnement, il mérite son beau nom de Fontaine, qui l'oppose à la mort. Un condamné à mort s'est échappé, et l'arrivée de Bresson à sa propre manière, à sa vraie manière, en ce sens que le cinéaste s'y donne pour la première fois le récit allégorique de ce que son art réclame, qui veut sortir du cinéma par le cinématographe, et de ce que lui-même cherche. À preuve, le trait le plus singulier, sur lequel donc portera la suite de mes remarques, le trait le plus singulier, très fameux de l'art de Bresson, j'en arrive aussi à la question d'aujourd'hui, ce trait qu'on lui a tant reproché, mais qu'il a pour sa part reconnu comme le symptôme de son désir le plus essentiel, le trait de la diction blanche. La diction blanche, comme on l'a appelée du moins, qu'il a depuis ce film, depuis 1956 donc, toujours réclamé de ses modèles. La diction antithéâtrale, non pas désaccentuée. Et d'ailleurs, il va falloir faire une analyse phonologique un jour, ou acoustique tout simplement, de la diction que réclamait Bresson de ses modèles. Non pas désaccentuée, mais assurément antithéâtrale, désocialisée, contre-emphatique, contre-rhétorique, contre-expressionniste. Fontaine, en effet, Fontaine, le personnage, par conséquent, dans les rares occasions où il se risque à parler, vous vous souvenez sans doute, quand il descend les escaliers de la prison, quand il prend son repas dans la cour, quand il échange quelques mots à travers les barreaux avec le prisonnier de la cellule voisine, Fontaine s'exprime, si j'ose dire, en pur bressonien, n'est-ce pas? C'est-à-dire de cette voix comme automatique, de cette voix, disons, cataleptique, qu'auront après lui tous les personnages de l'œuvre à venir. Sauf que, dans son cas inaugural, c'est le sens même de cette diction blanche, mais à vrai dire d'autant plus musicale que soustraite à toute intention d'effet, c'est le sens même de cette diction qui se donne dans sa matière sonore, car elle exprime en sa retenue, en sa douceur résolue, que Fontaine doit protéger sa voix de toute écoute indiscrète, doit éviter que ces mots soient entendus de ses surveillants, doit maintenir dans ces mots l'épaisseur de silence qui le rassure de n'être pas perçu par ses bourreaux. Autrement dit, l'invention par Bresson de cette diction à nuit est un symptôme et le signe de la résistance de la vérité qu'il cherche, et en l'espèce, cette vérité est une voix. Résistance de la voix, elle-même l'apparition à soi-même et aux autres de la subjectivité réelle, résistance de quelqu'un
aux sommations qui le menacent, aux emprisonnements mortels auxquels le monde extérieur prétend le condamner. Blanche, ce mot dont on a qualifié cette voix est donc très inexact, et d'ailleurs Bresson, quant à lui, ne la considérait pas comme blanche et il l'appelait juste. Je cite Bresson cette fois dans le livre que Benoît Chantre a publié de certains des entretiens rassemblés par Mylène Bresson. D'abord, je cite Bresson, d'abord, cette diction n'est pas blanche, elle est vraie, je veux dire juste. Ce mot juste n'est pas toujours compris au théâtre. La diction au théâtre s'appuie sur des sentiments étudiés, des sentiments flottants, elle est flottante. Or, il faut que les paroles, comme les gestes, soient automatiques. C'est de l'automatisme qui compose les 3/4 de notre existence que sort le vrai, et non pas du penser, et non pas du raisonner. Les paroles sont avant tout un rythme. L'importance du rythme, leur toute-puissance, sa toute-puissance domine mon travail. Le seul exercice que je fais faire à mes protagonistes est un exercice de lecture équivalent aux gammes d'un pianiste. Fin de citation. Ici encore, le vocabulaire de Bresson me semble ne faire qu'approcher un peu maladroitement l'essence de son art. Ici encore, une philosophie peut se sentir convoquée qui pourrait chercher à exposer les principes sur le fond desquels cet art se réfléchirait rigoureusement. Fontaine résiste à la condamnation à mort qu'a décrétée l'idéologie nazie. Sa voix juste, automatique, soustraite à ses surveillants, résiste aux jactances de ceux-ci, elle évite de s'exposer au monde, et elle s'évade des rôles théâtraux, aussi expressifs que convenus, auxquels on prétend l'assigner. Et le cinématographe de même résiste à l'imitation de la vie, telle que la représente le théâtre filmé, c'est-à-dire le cinéma, parce qu'il s'agit pour lui de s'évader par ces images hors de la représentation et de trouer par la voix et par les mains les murs de la représentation comme de l'idéologie qui fixe et qui tue les personnes et les objets réels. Mais cet art parfaitement cohérent accède-t-il à sa propre intelligibilité quand c'est avec ce mot d'automatisme qu'il nomme le vrai et avec ce mot de juste qu'il qualifie la voix, s'émancipant de l'expression normée, disons? Sans doute pas tout à fait. Sans doute manque-t-il à cette pensée de cet art une philosophie de la subjectivité qui n'oblitérerait rien de ce que lui-même, en tant qu'art, est, mais qui parachèverait sa pensée. La diction de Fontaine est celle d'une subjectivité qui se désassujettit des prescriptions du dehors, des prescriptions de l'idéologie qu'il a d'abord enfermée. D'une subjectivité qui désobéit aux sommations de l'expressivité, aux assignations du théâtre, aux condamnations venues de l'extérieur. Elle est la diction qui s'évade. En cela, l'œuvre est de part en part une œuvre de poésie. Elle est la diction qui s'évade, la voix de la liberté, et elle sera telle ensuite en tous les protagonistes des films postérieurs aux condamnés à mort, alors même que son rôle fonctionnaire dans le projet disons, de la situation de Fontaine, alors même que sa nécessité objective dans le récit de l'évasion n'aura plus cours. Mais elle aura été reconnue par Bresson comme la diction par excellence d'une subjectivité allergique au monde. D'une subjectivité allergique au monde, hétérogène aux prescriptions de celui-ci. Une subjectivité irrégulière ou, comme disait Michel Henry, clandestine et résistante. Une subjectivité absolue qui requiert une philosophie donc susceptible d'en dire la possibilité. Or donc, cette philosophie du film bressonien, les notes sur le cinématographe en esquissent une approximation tout de même, mais sous le concept le plus grevé d'ambiguïté qui soit, le concept de nature. Je cite. Nature, ce que l'art dramatique supprime au profit d'un naturel, appris et entretenu par des exercices. Ou bien encore, rien n'est plus faux dans un film que ce ton naturel du théâtre, recopiant la vie et calqué sur des sentiments étudiés. Ou bien, respecter la nature de l'homme sans la vouloir plus palpable qu'elle n'est. Ou bien, modèle, ça veut dire, bon, protagoniste, n'est-ce pas, enfin, jeter dans l'action physique, sa voix, en partant de syllabes égales, prend automatiquement les inflexions et les modulations propres à sa vraie nature. Ou bien, dernière citation, n'embellit ni n'enlaidit, ne dénature pas. Ces textes témoignent encore une fois de la solidité de la réflexion de Bresson, en dépit de la relative inadéquation de ce mot de nature au problème qu'il cherche à cerner. De sorte que la philosophie qui
qui peut se vouloir appeler à accueillir cette réflexion pour lui donner ses principes, ne sera au fond qu'une traduction d'un vocabulaire dans un autre, au moins pour commencer. Nature est un nom chez Bresson de ce qu'il appelle aussi le vrai, ou de ce qu'il appelle aussi la vie. La diction de Fontaine, cette diction qui l'élargit, au sens où un élargissement est un désemprisonnement, qui le soustrait à sa condamnation, c'est-à-dire exactement qui le ressuscite, c'est-à-dire qui le suscite de nouveau, qui le rend à lui-même, qui le sauve de la mort et le restitue à sa liberté, est la voie de sa nature. Mais comme cette nature qui est la sienne est aussi celle de tous les protagonistes qui sauront tenir cette même diction, qui sauront se retenir en elle, alors cette voie de sa nature est aussi universalisable que singulière. Elle est la voie de la nature comme telle. Disons qu'elle est la voie première, ou, dans le vocabulaire de Jean-Jacques Rousseau, la voie de l'homme de nature. Ainsi, nature veut dire chez Bresson subjectivité radicale. Et c'est un genre de traduction, disons, dont on bénéficie quand on a lu les livres de Paul Oddy consacrés à Rousseau. Subjectivité radicale, affectivité originaire, simplicité première de l'essence de l'homme, non dénaturée par la représentation, non viciée par le théâtre, non corrompue par l'homme du monde, tel qu'il s'expose, lui, dans le divertissement du cinéma. Du cinéma et non pas du cinématographe. On a parfois dit à cet égard qu'il y a un certain platonisme dans l'art et dans la pensée de Bresson. Et c'est vrai que son hostilité au cinéma relève partiellement de l'ontologie platonicienne, telle qu'il l'a reçue de Pascal d'ailleurs, puisque en incriminant le théâtre photographié, comme il disait, il dénonçait deux niveaux d'imitation, comme le faisait Platon avec la peinture. D'une part, l'imitation de la vie par la comédie, d'autre part, l'imitation de cette comédie par son filmage. Pourtant, ce n'est sûrement pas le platonisme qui pourra donner son fondement à la pensée de Bresson, tant celle-ci est d'emblée attachée à justement la nature, comme il dit, c'est-à-dire à la vie. Pour autant que ce dernier mot, la vie, désigne, dans son vocabulaire, l'automatisme. L'automatisme avec lequel les personnes se meuvent, se tiennent en elles-mêmes, s'essensifient selon leur mouvement propre. La doctrine de Rousseau semblera déjà plus adéquate que celle de Platon, ne serait-ce que pour cette idée de nature, pour accueillir la valeur infinie qu'accorde l'art de Bresson à l'intériorité de la personne et au sentiment de son existence que celle-ci éprouve. Car la nature veut dire être. Quand au contraire, le naturel du comédien de cinéma n'est que la production socialement admise, requise, d'une subjectivité livrée, celle-ci, aux conventions du paraître. Je cite un bref fragment des notes. Être, c'est écrit en capital d'imprimerie, être modèle, au lieu de paraître acteur. Mais Bresson fait encore un pas de plus qui exige pour le comprendre en ses principes une autre philosophie tout de même que le rousseauisme. En effet, sa pensée n'identifie pas seulement la vie de la nature par le mot être, comme on le voit dans ce texte, ni la mimique artificieuse de la vie par le mot paraître, car elle veut aussi que cette vie soit incarnée dans des modèles, autrement dit dans des personnes réelles, appelées à devenir les protagonistes du film, cependant qu'elle laisse la mimique, à contrario, à ceux qui font métier d'acteurs. Modèle et acteur nomment les deux individus contraires, ou, si l'on veut maintenant, les deux parts adverses de la subjectivité, dans l'affrontement desquels est menée la recherche de Bresson. Et si donc l'acteur est la représentation, est l'otage du paraître, identique à la dénaturation, si l'acteur est la voix de Fossé qui singe le sentiment que le monde lui fait jouer, si l'acteur est la subjectivité aliénée à son rôle social, est le cinéma de l'universelle apparence, ou comme dirait Pascal, que pour le coup Bresson aurait pu citer cette fois, si l'acteur est la grimace à laquelle assujettit l'extériorité du divertissement, inversement, le modèle, quant à lui, est la présence à soi de l'être individuel, identique à sa vie intérieure, est la nature dont la voix juste est l'expression adéquate à son essence, et la subjectivité automatique, autrement dit vivante, automatique autrement dit vivante, dont la vie s'incarne dans son auto-mouvement. Le modèle est l'intériorité révélée de l'individu réel. Il ne serait pas difficile de montrer ici que toutes les méthodes par lesquelles Bresson prépare ses films, choisissant ses modèles par la voix qu'il leur trouve,
puis les obligeant à s'oublier eux-mêmes dans leurs mouvements irréfléchis par les répétitions des scènes, puis obtenant d'eux cette diction désocialisée qu'il appelle juste par le recommencement d'innombrables enregistrements. Toutes ces méthodes visent ensemble à désécrire la représentation, à destituer la part mondaine et grimaçante de la subjectivité pour que fleurisse, par la vertu du travail du négatif, eh bien, la part secrète, clandestine, qu'il dit vraie. Cette présence réelle qui, pense-t-il, ressuscitera sur les ruines de la représentation. Mais que l'art du film, selon Bresson, soit donc une tentative artisanale pour cette résurrection, l'image comme voie pour la présence, le film comme accès à la vie infinie, l'art comme visée de l'invisible, et l'œuvre réalisée comme attestation de l'absolu, cela signifie que Bresson est une sorte nouvelle de peintre d'icône, cherchant dans l'image ce qui est sans image, cherchant ce qui nous regarde par le regard de ces modèles. La philosophie, donc susceptible d'accueillir cette iconophilie, cette poétique de la présence, enracinée dans le sentiment de l'intériorité, sera une philosophie nécessairement religieuse, à condition que ce mot de religion désigne non pas une confession doctrinale, mais le lien de chacun à l'absolu, le lien en effet religieux par lequel chacun est susceptible de rejoindre sa propre vie, pourvu qu'il se fasse modèle. Or, il faut en outre que cette philosophie assume aussi la radicalité extrême, non pas seulement de critiquer la mondanité par l'intériorité, non pas seulement de subordonner l'intellectualité au sentiment, la verbalité à la voix, l'image à la présence, mais accepte aussi l'hypothèse improbable d'un non-savoir originaire dans l'affection duquel s'incarnent les modèles embarqués dans le film. Bresson ne cesse de demander à ses modèles, de demander à autrui, de se défaire de ce qu'ils savent, de ce qu'ils croient savoir, de ce qu'ils prétendent penser, et il réclame au contraire qu'ils acceptent, s'abandonnant, se remettant à lui, de se délester même de leur intention, de leur conscience d'eux-mêmes. C'est à cesse seul devant les restituer à leur essence. Je cite 4 textes de suite. Supprime radicalement les intentions chez tes modèles. À tes modèles, guillemets. Ne pensez pas à ce que vous dites, ne pensez pas à ce que vous faites. Et aussi, guillemets, ne pensez pas à ce que vous dites, ne pensez pas à ce que vous faites. Modèle devenu automatique, tout pesé, mesuré, minuté, répété 10, 20 fois, et lâché au milieu des événements de ton film, leurs rapports avec les personnages et les objets autour d'eux seront justes parce qu'ils ne seront pas pensés. Dernière citation. Les paroles qu'ils ont apprises du bout des lèvres trouveront, sans que leur esprit y prenne part, les inflexions et la chanson propres à leur véritable nature. Manière de retrouver l'automatisme de la vie réelle. Quelle philosophie peut rendre raison de ce projet d'art, de cette critique en acte de l'intentionnalité, de ce non-savoir identique à la vérité, de cette radicale éthique? Il me semble que la phénoménologie de la vie de Henry, développée dans les années même où Bresson réalisait ses plus grands films, est capable d'accueillir, au moins, de fonder peut-être, à partir de principes cette fois tout à fait explicites, cette poétique du cinématographe selon Bresson. En effet, de quoi s'agit-il avec ces méthodes étranges, vraiment extraordinaires, et d'ailleurs sans précédent dans l'histoire du cinéma, et dont ne rend pas compte le vocabulaire classique qu'il utilise dans ses notes? Il ne s'agit pas d'un anti-intellectualisme, et pas non plus d'une mystique. Car d'une part, la pensée, la conscience de soi qui sont ici suspendues, mises entre parenthèses par le traitement des modèles, ne sont nullement discréditées en elles-mêmes. Et d'autre part, les représentations critiquées, invalidées même, et le paraître incriminé, ne peuvent évidemment pas ne pas être maintenues pourtant dans les images filmiques. Il s'agit bien plutôt d'abord d'une phénoménologie, ensuite d'une vérification testimoniale, et enfin d'une ontologie du sentiment, et d'une eschatologie de l'invisible. Si en effet la réduction, comme disent les phénoménologues, est ce qui donne à l'esprit accès à la chose même, et ce qui donne à la relation à autrui sa qualité d'absolu, alors les méthodes de Bresson, lors des préparations du filmage, lors des enregistrements, et encore au moment décisif du montage, par lequel la composition des images est censée dissiper leur représentation, méritent bien ce nom de réduction, et font de ces films des événements phénoménologiques.
puisque s'y trouvent mises entre parenthèses, comme on vient de l'entendre dans les citations, les intentions, les pensées des modèles et du cinéaste lui-même, autrement dit, les croyances, les idées de toutes sortes, au profit du surgissement de la vie réelle, en son automatisme, enfin libérée. De cette libération de la vie, il est émouvant de lire, dans toujours Note sur le cinématographe, une évocation on ne peut plus pudique et très émue. C'est un très beau texte que je vous fais entendre. Modèle, enfermé dans sa mystérieuse apparence. Il a ramené à lui tout ce qui, de lui, était dehors. Il est là. Derrière ce front, ses joues. Nul doute qu'il s'agit là d'une expérience de la présence réelle. Je cite encore, il est là, derrière ce front, ses joues. D'une expérience de la présence réelle dont les films seront à la fois le souvenir et le témoignage. Mystérieuse apparence de l'admirable jeune fille dans le procès de Jeanne d'Arc. Retour à soi de ce qui était dehors, dans le visage de Marie, de Au hasard Balthazar. Être là, de Jeanne, dans Pickpocket, de Guenièvre, dans Lancelot du Lac, ou d'Yvon, dans l'Argent. Mystérieuse apparence de tout à travers tout, de l'âne et du chien, de la louche et de la hache, et des murs et des chemins et des brebis qui se rassemblent au moment de la mort de l'âne. L'œuvre est la preuve et la promesse que les êtres sont, qu'autrui existe, et l'absolu, et que les choses mêmes sont des êtres aussi, des actes, et non pas des objets, et que les uns comme les autres n'ont rien de commun avec ce que le théâtre du monde ordinairement fait d'eux, qu'ils sont hétérogènes à leur représentation extérieure, et qu'ils sont réels, c'est-à-dire vivants, par le lien religieux qu'ils entretiennent avec la vie absolue dont ils procèdent. La phénoménologie de Henry rend raison de ce lien sous le titre d'essence, entendu comme auto-manifestation de l'affectivité, strictement immanente à elle-même et par suite invisible. On sait que la pensée trouvée dans l'art abstrait de Kandinsky, une expérimentation anticipée de sa propre intuition, mais non sans en déduire que si tout grand art est par essence abstrait, il ne s'ensuit pas que seul art abstrait soit un grand art. Or, les films de Bresson mettent artisanalement en œuvre la réduction radicale, réclamée par cette phénoménologie, qui subordonne le monde à l'intériorité, qui décide celle-ci absolument invisible, et qui pense le sentiment comme essence originaire. D'où ces propositions encore dans toujours le livre de Bresson. Je cite, modèle, mouvement du dehors vers le dedans. Acteur, mouvement du dedans vers le dehors. L'important n'est pas ce qu'il me montre, mais ce qu'il me cache. Et surtout ce qu'il ne soupçonne pas qui est en eux. Entre eux et moi, échange télépathique. Je glose un peu tout ça. Mouvement du dehors vers le dedans. La méthode de Bresson est une réduction obtenant ce retour à soi, cette reprise par soi de l'intériorité, cette résurrection de l'immanence de la vie par le congé donné au monde. Échange télépathique, l'intersubjectivité, selon Bresson, selon du moins l'intention qui préside au film de Bresson, est non langagière, non extérieure, non mondaine, telle que la phénoménologie de Henry permet de la penser, c'est-à-dire interne au pathos de la vie, à l'automouvement du sentiment. Il s'ensuit pour finir qu'il ne me semble pas illégitime de comprendre l'un des mots du vocabulaire des notes sur le cinématographe, aussi antique soit ce mot, dans la clé de l'ontologie qu'a formulé Michel Henry. En l'occurrence, le mot de essence. Je cite ce texte qui est bref. Modèle, son essence pure. Fin de citation. Cette double phrase, modèle, son essence pure, il se trouve qu'elle est répétée mot pour mot en 2 endroits du livre, à 30 pages d'intervalle. Et c'est la seule phrase du livre qui soit ainsi répétée. La phénoménologie henrienne permet au moins de reconnaître à cette note brève le rang qui est le sien dans la conscience de soi de Bresson. Elle la donne à comprendre comme synthèse extrême de l'intuition et du travail du cinéaste. Traduit donc dans le vocabulaire de Henry, modèle veut dire autrui réel, réduit à lui-même, restitué à son essence, et essence veut dire
vie du sentiment, automouvement de l'intériorité comme vérité. Et enfin, pur, son essence pure, veut dire pure de représentation, pure même d'intentionnalité, soustraite aux visibilités du monde et rendue à soi dans l'invisible. Bon, que gagne-t-on à prétendre reformuler les intuitions d'une très grande œuvre selon une problématique d'une philosophie qu'elle n'a pas connue? Je ne sais pas trop. Je poursuis tout de même, en regardant maintenant un peu le procès de Jeanne d'Arc, qui me permettra quand même au moins de prononcer le nom de René Girard. En effet, parmi les raisons pour lesquelles Bresson a rencontré la fameuse jeune fille et s'est attaché à elle, il y a d'abord celle-ci que Jeanne, comme on sait, entend des voix, obéit à ces voix qu'elle entend, qui lui sont les plus intimes à elle-même, quoique d'avant elle, et aussi intérieures qu'étrangères à sa volonté, qui les adopte et qui s'y sacrifie. De sorte que cette Jeanne est le modèle par excellence de l'art de Bresson. En ce sens, elle incarne la loi de cet art, qui est d'entendre des voix, de les identifier comme critères de vérité, et de révéler dans le monde visible les puissances secrètes dont elles sont l'expression. En Jeanne, le mystère de la voix originaire et instauratrice, à nul autre pareil, strictement individuelle et singulière, se signifie au cinéaste comme son problème par excellence et comme son devoir propre d'en restituer l'absolu. De même que les modèles de Bresson obéissaient à sa voix à lui pendant le tournage, ce dont Anne Wiazemski a fortement témoigné. Cependant que lui-même, de son côté, avait obéi d'abord à sa propre écoute de leur voix pour les choisir comme protagonistes. Et de même donc que son art, volonté exclusive de rencontrer autrui, de capter sa singularité, de témoigner de sa présence, consistait à désencombrer chaque voix personnelle de ses intonations théâtrales pour la laver de celle-ci et la rendre à elle-même, à son automatisme pur. De même, Jeanne est vivante de ce qu'elle obéit aux voix d'avant la sienne, dans lesquelles celle-ci puise son autorité. Elle est tout entière sa voix qui commande, et puis qui commande au grand de ce monde, qui commande au capitaine, aux soldats, qui commande au roi de France lui-même, n'est-ce pas? Elle est tout entière sa voix qui commande, et son essence et sa puissance manifestée dans cette voix qui ne fléchit pas devant ses juges, parce qu'elle procède d'un autre dire qui n'est pas du monde, de ces voix autres qu'elle attribue à Saint-Michel, à Sainte-Catherine, à Sainte-Marguerite, n'est-ce pas, qui la justifie et qui lui donne sa force. Jeanne d'Arc est vraiment l'incarnation du mystère des voix, mystère de l'altérité, auquel Robert Bresson a consacré son destin. Or, le vocabulaire et la problématique de Michel Henry clarifient tout de même la mise en œuvre artistique de ce mystère. Car si le sujet du film, comme Bresson l'a indiqué, est, je cite, « Jeanne promise au feu et sa lente agonie », si donc il s'y agit d'abord d'un sacrifice et de la logique implacable de celui-ci, je cite encore, « Comme Jésus crucifié, le qui perd gagne est obligatoire ». Alors comprenons, à la lumière de la phénoménologie, de la vie, l'origine de ce sacrifice, sa condition de possibilité et même sa nécessité fondatrice. Ce qui oppose Jeanne à Cochon, son accusateur, ce qui l'a fait se présenter face à ses juges, avec sa magnifique insolence, avec sa jeunesse et sa pureté et sa pudeur merveilleusement altières, c'est qu'elle parle autrement qu'eux. Comme inversement, ce qui les scandalise, eux, et ce qui les résout à la poursuivre, bientôt à la tuer, c'est qu'en effet, leur parole à eux ne souffre pas la sienne, ne supporte pas d'être contredite et déconsidérée par la sienne. Le conflit de la victime et des bourreaux, en la circonstance, est un conflit de voix. La violence sacrificielle est l'affrontement de deux paroles contraires. Ces deux paroles que Michel Henry a désignées, comme Benoît Chantre le rappelait ce matin, l'une, la parole de la vie, l'autre, la parole du monde. Ce conflit tragique, dont René Girard a montré qu'il doit aboutir au sacrifice, ce conflit qui oppose Jeanne à Cochon, à son tribunal résolu à la brûler, à la foule absolument univoque, désireuse qu'elle meure,
Ce conflit est originairement celui qui oppose, en amont de sa donnée sociale visible, eh bien, la parole de la vie, dont Jeanne est porteuse, à la parole du monde, dont tous les autres sont les desservants. Jeanne, ressourçant sa voix aux autres voix de Saint Michel et de Sainte Catherine, venues du plus intime d'elle-même, comme d'un ciel intérieur, fait entendre au monde la vie infinie, à laquelle, parlée autant que parlant, elle obéit, cependant que le monde, quant à lui, obéit à la représentation, qu'il entend reconduire en sacrifiant l'innocente. Le sacrifice fondateur dont Girard a parlé, qui va se produire dans le bûcher montré à la fin du film, trouve sa condition transcendantale dans cette querelle originaire, en chacun de nous aussi bien, entre la parole de la vie et la parole du monde, entre la présence de l'individu réel enraciné dans l'absolu et le service collectif des représentations. Bresson, parlant de la destinée de Jeanne d'Arc, implacablement commandée par une nécessité, par une structure ontologique de la réalité, pense le procès de la sainte comme l'aurait fait René Girard. Je cite Bresson. « Son procès est l'éternel procès. Il fallait à ses juges prouver son imposture, et elle se trouve finalement abandonnée de tous. » Ça, c'est à peu près le résumé de toute la pensée, de beaucoup de la pensée de René Girard. Mais le film, quant à lui, ne s'en tient pas à cette donnée anthropologique. Il ne montre pas seulement un sacrifice instaurateur, c'est-à-dire la calomnie de la victime, la ressemblance entre la passion de Jeanne et la passion du Christ. Le film, en outre, fait entendre la voix de l'autre. Et cette voix comme dédoublée de Jeanne, incarnée cependant dans la voix de Florence Delay. Et c'est la manifestation dans son bruit même de voix, irréductible à la représentation, de ce que Michel Henry décrit sous le titre de « Parole de la vie ». C'est la révélation de l'affectivité non verbalisable, de l'émotion non représentable, cette révélation à la phénoménalité intérieure de laquelle sont subordonnées les formes prises dans le monde extérieur, dans la société, par la violence même qui la répudie. Le film de Bresson, élucidé donc dans ses fondements par la phénoménologie de la vie, livre esthétiquement, c'est-à-dire livre à l'audition du spectateur, eh bien, la condition transcendantale du sacrifice pacificateur, telle que l'a décrit la théorie sacrificielle, et telle que la diégèse du film la figure en effet. Il faut que la violence se produise. Il faut que le sacrifice s'accomplisse, que la victime innocente soit calomniée, rouée de coups, conduite au bûcher sacrificiel, mais il le faut en vertu du discours préalable opposant la parole de la vie à la parole du monde, la voix réelle de l'individu réel, inspirée, appelée à la représentation sociale, dans l'élément de laquelle le monde a son essence. Ou pour le dire encore une fois avec le vocabulaire de Rousseau, il faut que la malédiction frappant l'innocent se produise, pour autant qu'il faut toujours déjà, et comme sa condition, la différence d'essence entre la voix de la nature et la langue civile. De deux choses l'une, pour conclure. Ou l'individu réel consent à résorber sa singularité absolue dans la mimique mondaine, et se range ainsi du côté des persécuteurs, collectivement unis dans leur représentation unanime, ou au contraire, de façon alors sublime et saintement, il n'abdique pas son obéissance à sa vocation, il ne répudie pas sa voix antérieure à lui-même et plus intérieure que lui-même, il n'aliène pas son origine, et il refuse de désobéir à celle-ci, et alors il devient, fatalement, la victime calomnieuse. Comme dit synthétiquement Bresson, Jeanne sacrifie sa vie au sens de sa vie. Le fondement du sacrifice est le refus de l'altérité, le déni de l'absolu. Le fondement du sacrifice gît dans la différence d'essence entre la parole de la vie et la parole du monde, entre la présence et la représentation, entre la voix antérieure, divine, et le pacte social. Le sacrifice n'est originel que sous le jour d'une archéologie anthropologique, car il est encore précédé par une origine plus originaire, si j'ose dire, que la sienne, une origine autre et qui le fonde, et qui s'atteint par la voie généalogique du grand art, l'origine absolue de la voix de l'autre voix, à laquelle chacun est appelé à obéir. Je vous remercie.
retient entre mille choses de cet exposé littéralement magnifique, hein, cette voix blanche, la voix juste de Fontaine, qui n'est pas idétiquement une rétractation de la subjectivité refluant hors du monde, si je vous ai bien suivi, Jérôme, par méfiance, par défiance, par prudence ou par calcul, ce qui serait encore des formes du monde. Non, cette voix telle que vous l'avez présentée est la voix de la vie, la voix comme la vie, qui emprunte au monde le minimum, c'est-à-dire avec la mesure de la vie utile pour qu'au moins on puisse l'entendre, et votre analyse faisant magistralement la part entre le modèle et l'acteur, soit entre la voix juste et la voix grimacée, entre l'intériorité et l'extériorité, entre la vie et le monde, et qui est aussi la voix entendue par Jeanne, et qui la traverse, se laissant porter par elle, dans la transgression radicale de la prison du monde. À ce stade, merci infiniment, à ce stade, vu l'heure, Benoît, souhaites-tu que nous fassions une pause ou que nous... On va peut-être débattre un peu. Ça c'est... Voilà, c'est ça, mais c'est en fonction du timing. Étant donné les préjudices que nous avons subis, Oui. que nous avons fait subir aux autres, Oui. On pourrait tenir facilement jusqu'à 6 heures, donc on a un peu de temps quand même. D'accord. On peut s'accorder... Peut-être faire une petite pause quand même, non? Une minute de Bah, pause. parce qu'on a... Une minute de pause, débat, puis après... C'est l'heure que ça part.